Bien, merci pour donner l'occasion de présenter mon laboratoire et nos recherches à l'interface entre intelligence artificielle et psychiatrie, notamment psychiatrie de précision. Donc, je suis professeur Ivado en psychiatrie computationnelle et mon laboratoire s'appelle laboratoire de psychiatrie de précision et physiologie sociale. On est un laboratoire qui est à la croisée entre trois grands axes et disciplines. La psychiatrie computationnelle, qui est vraiment l'utilisation à la fois des formalismes mathématiques et des outils informatiques pour adresser les défis de la santé mentale. La médecine de précision, qui est l'idée d'utiliser la science des données pour exploiter des informations qui proviennent du smartphone, du génome jusqu'au smartphone, pour personnaliser les prises en charge de patients à l'échelle individuelle. Et enfin, un axe plus fondamental qui est à la fois à la croisée entre social neuroscience, donc neurosciences du cerveau social, et intelligence artificielle, que j'ai appelé ça social neuro AI, qui est en fait l'idée de reverse engineer le cerveau social humain et de l'utiliser les connaissances récoltées pour designer des algorithmes d'intelligence artificielle dotés de compétences sociales. Et donc là, pour aujourd'hui, comme on n'a que 15 minutes, je vais focaliser sur la psychiatrie computationnelle parce que sinon, c'est trop large. Et pour la psychiatrie computationnelle, ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Donc, on a écrit un article qui essaie de faire un peu le paysage de cette nouvelle discipline qui est vraiment émergente et encore en construction, qui en fait se situe avec trois pôles. Un pôle plutôt psychiatrie numérique avec tous les outils de type base de données et formulaire en ligne pour les patients, logiciel pour faire de la visioconférence pour la télémédecine, mais aussi tout ce qui est quantified self, soit quantifié avec les montres connectées et les applis sur smartphone. Donc ça, c'est un point qui est souvent oublié dans la psychiatrie computationnelle, mais qui est pourtant essentiel puisque c'est le contact avec la réalité. C'est là où justement il y a beaucoup d'applications possibles. Et à droite, vous avez un versant qui est un peu plus recherche encore, qui consiste à utiliser toutes ces données à la fois pour tester des hypothèses à partir de modèles mathématiques. Donc ça, c'est generative modeling, c'est plutôt issu des neurosciences computationnelles, ou extraire des motifs, des patterns à partir de ces data, à partir de ces données, en utilisant de l'apprentissage machine. Et donc là, c'est plus ce qu'on appelle data-driven ou bottom-up, alors que l'autre, c'est plus top-down ou hypothèse-driven. Et en fait, il y a un cercle un peu vertueux entre ces deux approches fondamentales qui se nourrit à la fois des données collectées par les outils numériques, mais qui peut aussi redélivrer en fait des connaissances pour améliorer ces outils numériques et ces interventions. Et dans mon laboratoire, on s'intéresse un peu à une zone inexplorée. Donc, je ne sais pas si vous connaissez dans les vieilles cartes du Moyen-Âge, ils mettaient Ixun Dracones aux endroits où on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Donc, on disait qu'il y avait peut-être des dragons là. Mais si on regarde en fait la cartographie des unités d'analyse basées sur le Research Domain Criteria du NIMH, l'organisme de la santé mentale aux États-Unis, et qu'on on projette ça au niveau des articles qui ont été publiés en psychiatrie computationnelle, on voit que tout ce qui concerne justement la dimension sociale, sensorimotrice et les bases génétiques, moléculaires et cellulaires associées à ces fonctions demeurent assez inexplorées. Et à l'inverse, du fait qu'on ait des modèles mathématiques qui sont très développés pour tout ce qui est prise de décision, il y a un biais assez conséquent en neuroéconomie et sur tout ce qui concerne la récompense et la prise de décision au niveau des articles en psychiatrie computationnelle. Donc, on a tendance à chercher nos clés là où il y a de la lumière. Donc, on a perdu nos clés, mais on ne cherche pas forcément partout. Et donc, moi, j'essaye de chercher les clés là où il n'y a pas de lumière. Et pour ça, ça fait plus de 10 ans que mon laboratoire et mon équipe, on travaille sur ce que certains ont appelé la matière noire des neurosciences, qui est l'interaction sociale, c'est-à-dire que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les neurosciences ont peu étudié, enfin les neurosciences sociales en plus, donc c'est encore plus paradoxal, ont étudié des individus isolés, hors de tout contexte d'interaction, et il y a un peu une zone inoccupée
au niveau des articles avec l'étude de plusieurs individus engagés dans une interaction, comme dans la vie de tous les jours, dans les interactions sociales qu'on vit. Et donc, tout le programme de recherche de mon laboratoire, c'est explorer cette intersection entre interaction chez les humains et modélisation mathématique et intelligence artificielle à travers à la fois des techniques d'enregistrement multicerveau, donc ça c'est vraiment la spécialité du laboratoire et là où j'ai fait mes plus grosses découvertes, c'était sur ce qu'on appelle l'hyperscanning, donc l'enregistrement de plusieurs cerveaux simultanément pendant une interaction sociale. Donc ça c'est chez les humains. À droite, vous avez plutôt sur la partie modèle l'idée de simuler en fait des cerveaux in silico dans un ordinateur, donc des modèles plutôt de neurosciences computationnelles. Et à l'intersection entre ces deux approches, on a tout un pan de travail sur les avatars et l'interface humain-machine pour faire des avatars sociaux compétents qui sont neuro-inspirés, donc basés sur nos connaissances du cerveau social. Mais si on se focalise sur les applications et typiquement la psychiatrie de précision, le Graal, on va dire, c'est d'arriver à faire des systèmes qui, à partir de plein de données, donc on est à l'IVADO ici, donc c'est l'Institut de valorisation des données, donc on a plein de données, comment on fait pour les valoriser, pour faire de la prise de décision clinique, que ce soit au niveau du diagnostic, du pronostic ou du traitement. Il y a beaucoup de gens qui mettent un gros sticker AI et puis hop, c'est résolu. En vrai, si on ouvre le sticker, souvent c'est juste des bons modèles statistiques à l'ancienne, mais c'est déjà bien parce que pour enseigner les approches quantitatives en médecine, c'est assez récent finalement en médecine qu'on utilise des statistiques, c'est surprenamment. Les premiers essais cliniques randomisés avec des statistiques, c'est deuxième moitié du XXe siècle, quoi. Donc, on est encore très jeune en médecine par rapport à la médecine par la preuve et par l'utilisation des statistiques. Mais bon, c'est vrai que par rapport au sensationnalisme de l'intelligence artificielle, il faut quand même être conscient que la plupart des approches quantitatives, ça reste des statistiques toutes simples. Après, on peut faire des choses un peu plus fancy. On peut intégrer des a priori avec typiquement des statistiques bayésiennes. Donc là, avec ce type-là de statistiques, on peut intégrer des connaissances antérieures dans nos statistiques. Mais bon, les stats bayésiennes, c'est pareil, ça date du 18e, 19e siècle, donc ce n'est pas non plus hyper moderne. Là où ça commence à devenir plus intéressant et plus moderne, c'est qu'on peut intégrer des a priori biologiques dans nos modèles statistiques de manière un peu plus robuste et systématique. Donc là, par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur l'intégration de bases de données génétiques pour savoir quel gène interagit avec quel autre gène pour booster les statistiques associées au profil génétique de patients. Alors ça, c'est issu de l'oncologie à la base, mais on l'a transposé pour la psychiatrie. On peut intégrer d'autres choses. Donc, là, récemment, Svante Pääbo a eu le prix Nobel pour tout ce qui était ADN archaïque avec Néandertal. Moi, j'avais fait un papier justement où, en utilisant les séquençages de Néandertal et en le couplant avec le Allen Brain Institute Atlas, qui est un atlas qui dit à quel endroit dans le cerveau quel gène est exprimé, on peut avoir une idée de quelles sont les zones du cerveau qui ont évolué récemment chez Homo sapiens par rapport à Néandertal et tout ça. Et ça peut donner des informations aussi pertinentes pour des statistiques sur la médecine et la psychiatrie. Mais au-delà de juste des modèles informés, je pense que le gros défi, c'est les modèles génératifs, c'est-à-dire qu'on n'a pas un a priori sur des mesures dans le modèle, on a carrément des a priori sur comment les mécanismes sous-jacents à nos données fonctionnent. Donc là, on a carrément un modèle de comment les données sont générées. Et ces modèles-là deviennent aussi potentiellement une sorte de bac à sable pour tester des hypothèses et tester qu'est-ce qui se passerait si on modifie ça ou si on modifie ça. Donc, ça peut se faire à l'échelle d'un cerveau. Donc, dans ce cas-là, on crée un modèle mathématique de comment ce cerveau est censé fonctionner et on peut en déduire des connaissances en modifiant les mécanismes. Mais comme ma spécialité, c'est vraiment l'interaction sociale, nous, on a fait les premiers modèles génératifs d'interaction sociale, donc d'avoir plusieurs cerveaux dans un ordinateur simulés simultanément et d'avoir une interaction sociale dans l'ordinateur et du coup pouvoir tester, par exemple, qu'est-ce qui se passe si on change ces connexions, etc.
Et dans notre cas, comme on travaille à l'hôpital Sainte-Justine et dans les troubles du neurodéveloppement, typiquement, ça concerne l'autisme et comment on peut expliquer les altérations de la communication dans l'autisme avec ces modèles génératifs d'interaction sociale. Et enfin, le dernier niveau de modèle, je pense, qui est vraiment destiné pour le futur, c'est carrément des modèles interactifs, donc pas des modèles génératifs, mais carrément des modèles interactifs. C'est-à-dire que là, en temps réel, le modèle est capable d'interagir avec un être humain. Et dans ce cas-là, ça peut être à la fois un outil d'exploration de notre compréhension théorique du cerveau, mais ça peut être aussi un formidable outil thérapeutique ou d'évaluation, parce que dans ce cas-là, le modèle devient potentiellement une sorte de thérapeute virtuel qu'on peut aider à scaler au niveau du système de santé. Et donc là, pour vous donner un exemple d'intégration au niveau des défis, là, pour finir, je vais vous montrer un peu les grands défis auxquels on s'attaque. Ben, un des gros défis, c'est d'intégrer les 3 cultures, parce que c'était 3 différentes communautés qui ne se parlaient pas forcément. Donc, pour vous montrer un moyen d'intégrer ça, typiquement avec le jeu vidéo, j'essaye d'intégrer l'approche modèle interactif issu de la computation avec la psychiatrie numérique pour faire de la mesure et de la prise en charge dans l'autisme. Alors, on a commencé au départ en 2D, puis là, récemment, on est monté carrément en 3D avec le casque HoloLens, donc la réalité mixte, et en collaboration avec l'industrie du jeu vidéo. Donc, typiquement, on a 2 MITAC Accelerate qui ont été aidés avec Ivado en collaboration avec Eidos Interactive, la boîte montréalaise de jeux vidéo. On a développé un des premiers jeux, je pense que c'est le premier jeu d'ailleurs, de Serious Game, donc jeu sérieux pour l'autisme en réalité mixte, où là, vous voyez les images, on a des hologrammes que le patient peut voir. Et l'intérêt de la réalité mixte, c'est que le patient n'est pas coupé du monde réel. L'hologramme fait partie du milieu ordinaire et le clinicien en fait, peut voir aussi ce que voit le patient. Donc, vraiment, dans le cas de l'autisme, comme il y a un problème avec la communication, l'idée, ce n'était pas d'enfermer encore plus les personnes dans un monde virtuel coupé du monde réel. Et on peut avoir accès à des informations comme par exemple, on l'a vu rapidement, mais on peut avoir le battement cardiaque du patient en surimpression au-dessus du patient, vu par le clinicien. Donc, on peut faire vraiment de la prise en charge thérapeutique augmentée avec ce genre de technologie. Et pour coupler avec le 3e pôle qui est l'apprentissage machine, du coup, à partir de toutes ces données qu'on collecte pendant que le patient joue au jeu, on peut utiliser des techniques d'apprentissage machine type deep learning pour recréer des profils et sortir, en fait, ça c'est le 2e défi, de patient versus neurotypique ou patient versus contrôle, et avoir une vision qui est plus nuancée, notamment de spectre ou de stratification, c'est-à-dire trouver des sous-groupes de patients qui peuvent bénéficier d'une prise en charge beaucoup plus personnalisée. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser différents modèles. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur une méthode qui s'appelle les modèles normatifs, qui permet de retracer les trajectoires développementales mathématiquement et de voir à quel point un enfant va sortir, un peu comme dans les courbes de croissance pour le poids et la taille, mais là, on peut l'appliquer à différentes métriques type cognitive ou même biologique et augmenter la détection de possibilités d'anomalies dans la trajectoire pour pouvoir non pas mettre le patient dans une case, mais plus voir où c'est qu'il dérive au niveau de sa trajectoire et avoir une intervention personnalisée pour intervenir sur cette dimension-là particulièrement. Donc ça, c'est la stratification. Le 3e défi, c'est d'aller au-delà de la séparation, si tu parlais de bottom-up, top-down, basé sur les données ou basé sur les hypothèses. Et avec le MILA, on travaille beaucoup sur des approches hybrides, en fait, où on peut combiner du deep learning qui est souvent associé à une boîte noire, on ne sait pas trop pourquoi ça marche, avec des équations issues des neurosciences computationnelles où on sait justement quelles sont les modèles de neurones et de leur fonctionnement pour booster en fait la robustesse et la généralisabilité des algorithmes d'apprentissage profond.
Donc là, on a fait la couverture de Neurale Computation avec justement un modèle qui est capable à la fois de fonctionner avec de l'imagerie calcique, de l'imagerie IRMF, mais aussi on fait des tests avec l'électrophysiologie. Donc, c'est des modèles en plus qui ne sont pas liés à une modalité précise, mais qui peuvent être déclinés sur différents types de données. Et un gros défi qui concerne bien en plus Livado et l'UDEM, c'est le défi de passer du machine learning au student learning et comment enseigner en fait ces nouvelles technologies typiquement en médecine. Et pour ça, justement, un des mandats qu'on a en tant que professeur Livado avec mon collègue Michael Chassé, ça a été de créer la première formation en français de médecine computationnelle où on apprend l'intelligence artificielle aux cliniciens et on apprend aussi la clinique aux techniciens, entre guillemets. Donc, on a des doubles profils dans ce programme gradué. Et une de mes ambitions, ce serait même de créer un cours pour le diplôme de premier cycle pour les médecins, pour que même en tronc commun, en fait, tous les médecins soient exposés au moins à ces méthodes-là pour, d'un point de vue éthique et technique, être capables de les intégrer dans leur pratique future. Et enfin, donc, un dernier défi, c'est celui d'intégrer la dimension sociale. Dans mon labo, on utilise beaucoup les méthodes de neurosciences intégratives, de biologie computationnelle, mais il faut savoir que beaucoup de ces approches-là, jusqu'à présent, s'arrêtaient au comportement. Donc, on allait des gènes au comportement, mais la dimension sociale est super importante, notamment en psychiatrie et en santé mentale. On l'a vu avec la pandémie. Et pour ça, ce n'est pas juste intégrer la dimension sociale à l'échelle de l'individu, mais ça peut être aussi au-delà de l'individu. Donc là, par exemple, une des études qu'on a utilisées avec du NLP, de Natural Language Processing, on a comparé en fait les communautés de patients et de familles sur Twitter avec les communautés de chercheurs qui travaillent sur l'autisme sur PubMed pour détecter en fait les thématiques d'intérêt et pour montrer le non-alignement en fait entre les politiques de recherche et les thématiques d'intérêt des communautés, pour montrer qu'en fait, la psychiatrie computationnelle peut être aussi un moyen quantitatif d'informer les décideurs politiques pour améliorer les politiques de recherche et les alignements avec les intérêts des communautés de patients. Et plus dernièrement, on a été super contents, on a publié dans Lancet Child Adolescent Health une étude sur 7 millions de personnes, donc c'est une étude populationnelle, ce n'est même pas des statistiques inférentielles. J'ai fait tourner ça sur Beluga, le supercalculateur de Compute Canada, de Calcul Québec, où on a pris tous les enfants d'Angleterre et on a montré que les facteurs sociaux tels que l'origine ethnique ou le niveau socio-économique ont un impact extrême sur le diagnostic de l'autisme et l'accès en fait aux soins. Donc pour montrer que souvent il y a un très grand focus sur la biologie, mais en fait la dimension sociale et socio-économique est aussi essentielle et que la psychiatrie computationnelle peut s'emparer aussi de ce terrain-là et pas juste rester sur les circuits à l'intérieur du cerveau. Donc voilà, désolé, non, je pense que c'est bon. Voilà les différentes conclusions. Il y a aussi, en fait, d'autres challenges que je n'ai pas forcément adressés parce qu'on n'a que 15 minutes, mais il y a toute la partie interopérabilité et cadre légal, parce que justement, les données de santé sont quand même des données sensibles. Donc, il y a des méthodes d'apprentissage fédéré. Par exemple, on collabore avec Michael Chassé et je travaille beaucoup avec l'équipe de Irina Rich au Mila aussi sur ces questions-là. Il y a un gros problème de puissance de calcul et d'infrastructure. On a quand même de la chance avec Compute Canada et Calcul Québec, mais finalement, pour rivaliser par rapport à des grosses corporations comme Meta ou Google, la recherche académique a quand même beaucoup à faire pour avoir des infrastructures compétitives sur ces aspects-là. Il y a des défis sur la transférabilité et l'acceptabilité en clinique, et je pense que le défi éducatif va dans ce sens-là. Et donc, il y a aussi un gros défi, c'est la rétention de talent dans la recherche académique par rapport à ces thématiques-là, parce qu'on ne va pas se leurrer, c'est quand même extrêmement dans l'air du temps. Et donc, du coup, au niveau industriel, il y a énormément de pression d'embauche sur ces aspects-là. Mais par contre, si on veut, sur le long terme, avoir des formations et des gens formés à ces techniques-là, il faut arriver à faire une rétention dans la recherche et dans l'enseignement. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis